Chronique américaine en compagnie de Valérie Beaudoin et Raphaël Jacob. Bon début de semaine à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Valérie, vous êtes en Indiana, vous sur le terrain, évidemment. On va parler de Donald Trump qui, lui, était en Pennsylvanie. Il était dans un restaurant McDonald's en fin de semaine. Pourquoi est-il allé servir des repas dans un restaurant McDonald's? Premièrement, c'est pour faire un pied de nez à Kamala Harris qui dit avoir travaillé chez McDonald's lorsqu'elle était aux études. Donald Trump et sa campagne disent que c'est complètement faux. On n'a pas les preuves du côté de la campagne de Trump pour affirmer que c'est faux. Alors, Kamala Harris dit que oui, lui dit que non. Alors ça, c'est la première des raisons. Pour dire, moi, je le fais, je travaille 15 minutes de plus qu'elle dans toute sa vie chez McDonald's. Le deuxième élément, c'est pour avoir l'air. Je suis un homme comme les autres. Je peux travailler aussi chez McDonald's. C'est un travail qui est difficile. Vous me voyez à la commande à l'auto. Je suis un gars du peuple. Alors, l'idée de se rapprocher des électeurs, c'est vraiment d'aller faire une activité tous les jours. Mais on s'entend, Donald Trump n'a jamais travaillé chez McDonald's de sa vie, loin de là. Et il n'y a pas un contexte où il pourrait travailler chez McDonald's, à moins justement de faire une campagne comme ça et de faire fermer le restaurant pour pouvoir avoir, pardonnez-moi l'expression, ce stunt politique-là qui fonctionne assez bien, je dirais, du côté marketing. Voilà, c'est ça. On comprend que le restaurant était fermé. Les gens qui passaient au comptoir avaient été autorisés par le Secret Service, donc la garde rapprochée, la sécurité de M. Trump. Ils ne commandaient pas, mais ils recevaient ce que M. Trump leur donnait. Est-ce que c'est une opération de relations publiques réussie, Raphaël, selon vous? Somme toute, oui, et tellement bien symbolique de la candidature Trump de façon générale. Pourquoi? Bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, regardez ce qu'on a, l'absurdité de la chose sur le fond. Donald Trump fait cette sortie-là pour accuser Mme Harris, comme Valérie le mentionnait, d'avoir fabriqué une partie de son CV sur, évidemment, son passé, là, soi-disant, comme employé de McDonald's. Et comment est-ce qu'il fait ça? Il fait ça en lui-même fabriquant une histoire de toute pièce, c'est-à-dire qu'il joue au serveur de McDonald's alors que le restaurant est fermé, que tout est, en bon français, stagé. Donc, sur le fond, c'est absurde. D'un point de vue politique, est-ce que ça va fonctionner à la marge? Peut-être. Et il y a ceci à considérer au niveau de la classe ouvrière, les gens auxquels on s'adresse particulièrement. Ils composent une très nette majorité de l'électorat dans les trois États peut-être les plus importants d'un point de vue stratégique pour Mme Harris, ceux des Grands Lacs, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Mais est-ce qu'on va vraiment se souvenir de cette image-là lorsqu'on va aller voter? On verra. Personnellement, je pense que je ne l'oublierai jamais après l'avoir vu. Et peut-être un petit point additionnel justement sur l'aspect visuel. Ça vous montre également à quel point Trump est un candidat comme aucun autre, c'est-à-dire fournir du contenu télévisuel, et on le voit encore, que vous l'aimiez ou non. On s'entend pour dire que c'est difficile de ne pas regarder. Lorsqu'on se fait présenter des images de la sorte, c'est un euphémisme, je crois. Dans la classe moyenne, parce que c'est toujours la classe qui est visée, Valérie, par les politiciens là, pour gagner des élections, qui percole le mieux en ce moment ou qui percole le mieux de façon générale entre M. Trump et Mme Harris? Bien, c'est difficile à dire parce que ça dépend de la classe moyenne, à quel endroit. Ça dépend si c'est la classe moyenne blanche dans certains secteurs. Parce que sur le terrain, j'ai parlé à des électeurs en Pennsylvanie, justement, où se trouvait Donald Trump. Et ce qu'on me dit, c'est qu'on va voter, il y en a plusieurs qui vont voter pour Harris, mais un peu sans passion, hein, parce qu'on trouve justement que le message économique, le message à la classe moyenne passe pas assez bien. Tandis que chez Donald Trump, bon, c'est différent, c'est très gros, c'est plus grossier, mais ça fonctionne. Pour eux, c'est clair que Donald Trump pense plus à l'économie des Américains que, par exemple, à enrichir l'armée ukrainienne ou à donner de l'argent pour des guerres à l'extérieur. Alors, c'est ça ce qui ressort. Mais pour la classe moyenne, je dirais la basse classe moyenne, dans le secteur plus ouvrier, Donald Trump, son message résonne beaucoup. C'est pas tous les syndicats ou les syndicalistes qui vont voter nécessairement pour Kamala Harris et Tim Walz. Ouais. Voulez-vous rajouter quelque chose, Raphaël? Non. Non, ça va. OK, je pensais que vous aviez levé la main. OK, d'accord. On va rester dans la catégorie nouvelles insolites. Parlez-moi, Raphaël, de Elon Musk, qui promet, donc le propriétaire de Tesla notamment, qui promet de donner $1 million par jour aux signataires d'une pétition pro-Trump dans les États clés. De quoi s'agit-il? En fait, Sébastien, à ce stade-ci, il s'agit davantage que simplement d'une promesse. Il s'agit d'un fait accompli. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à remettre de l'argent à certaines personnes. Je résume très grossièrement l'affaire. M. Musk, évidemment, fier allié de M. Trump, promet de faire tirer au hasard $1 million essentiellement par jour aux supporters de façon indirecte de M. Trump. C'est-à-dire on encourage les gens à aller voter et s'ils le font, bien, essentiellement, ils ont une chance de gagner. Et c'est là qu'on joue vraiment sur la ligne, pour ne pas dire qu'on la dépasse, parce qu'aux États-Unis, la loi fédérale est hyper claire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échanger un vote
en retour d'un don financier. Donc là, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un don? Si ce n'est pas un don, est-ce que c'est une façon d'acheter néanmoins le vote? Donc, énorme controverse et qui met peut-être aussi ceci en relief de façon beaucoup plus large, c'est-à-dire le rôle de l'argent dans le système politique américain qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a de notre côté. Évidemment, on n'a pas de données finales, mais présentement, selon certains estimés, on va se diriger au soir du 5 novembre vers un bilan cumulatif de près de 10 milliards, pas millions, milliards injectés dans cette campagne présidentielle et les courses au Congrès pour tout ce qui est de 2024. Donc, c'est colossal et que ce soit correct ou non, acceptable ou non d'un point de vue légal, il ne faut peut-être pas se surprendre qu'il y ait des excès avec un système dans lequel, encore une fois, l'argent est si présent. Là. Est-ce que c'est contesté, Valérie, la façon de faire? Parce que là, on le voyait donner des chèques, là, donc ça a déjà eu lieu. Oui, bien, ça a déjà eu lieu dans un rassemblement. En fait, il demande aussi aux gens de s'inscrire sur une pétition en promotion du premier amendement sur la liberté d'expression, du deuxième amendement sur le droit de posséder des armes. Là, dans les rassemblements de Trump, il y a des kiosques où on peut s'inscrire sur cette fameuse liste pour pouvoir peut-être gagner le $1 million. Alors, il y a un coup de marketing. Et oui, c'est contesté, en fait. Le gouverneur de l'État de la Pennsylvanie a dit qu'il allait demander justement qu'on évalue la légalité de la chose. Et pourquoi on pense que c'est peut-être légal, même si ça nous semble complètement même loufoque, cette histoire-là, c'est qu'il le fait par le biais d'un comité d'action politique, les fameux Super PAC. Alors, c'est pas au nom de la campagne de Trump, c'est au nom d'un Super PAC qu'il a mis de l'avant, dans lequel il a injecté 75 millions de dollars déjà, en plus des millions qu'il va donner à chaque jour pour les 2 prochaines semaines. Alors, c'est comme ça qu'il le fait en disant, c'est en mon nom, c'est en nom d'une organisation, c'est pas M. Trump qui l'organise. Moi, je fais juste vous encourager à vous inscrire sur une liste où on veut promouvoir le premier amendement et bien sûr, aussi des choses qui sont chères au Parti républicain, au parti de M. Trump. Donc, on comprend que c'est une zone très, très, très grise qu'utilise Elon Musk actuellement. Oui. Intéressant. En terminant, Raphaël, le vote par anticipation a commencé dans plusieurs États. Est-ce que ça nous donne des indices sur la tangente du vote? C'est ce que plusieurs aimeraient croire de part et d'autre. Et lorsqu'on regarde dans les feuilles de thé, oui, il y a façon d'extrapoler une ou l'autre des données et de se dire « mon parti est en train de gagner ». La réponse beaucoup plus sage et beaucoup plus vraie, je crois, est catégoriquement non. Pourquoi? En quelques secondes, parce qu'on ne peut pas déterminer, surtout pas avec aussi peu d'élections derrière nous dans le rétroviseur dans lesquels on a utilisé le vote par anticipation et le vote postal de façon aussi massive, on ne peut pas savoir à quel point un parti versus l'autre cannibalise son propre vote. Autrement dit, la personne qui est allée voter hier ou avant-hier par anticipation, est-ce qu'elle serait allée voter le 5 novembre en personne s'il n'y avait pas eu l'option d'envoyer son bulletin de vote par la poste ou de se rendre à un bureau de scrutin? La réponse, c'est qu'on ne peut pas le savoir de façon définitive. Donc, ce qui me semble clair, c'est que plus on va approcher du 5 novembre, plus la proportion d'Américains va monter, peut-être même exploser pour ce qui est de ceux et celles qui se sont déjà prévalus de leur droit de vote. Mais au-delà de cela, très malin celui qui peut prédire l'issue sur cette base-là. Voilà, il faudra veiller tard le 5 novembre, ça revient à ça. Merci beaucoup et bon séjour en Indiana. Merci Raphaël, merci Valérie. Merci. Merci. Bye-bye.